dans une affaire qui fait consensus comme ça, c'est-à-dire que tous nous avons reconnu la nécessité, et je le sais que j'ai personnellement activé ce dossier pour que, je ne suis pas le seul, puisque je fais partie de ceux qui avaient créé le comité de pilotage de la société de l'information. Je n'ai pas dit que j'étais le seul. Je fais partie de ceux, le collègue qui a réagi en faisait aussi partie. Donc nous y croyons depuis très longtemps. Et nous travaillons à cela. Et puis, il s'est arrivé un moment où il y a eu un consensus avant même que les textes ne sortent, pour que ce soit le conseil régional qui soit le porteur pour lancer les structures qui manquaient à notre pays pour qu'on puisse entrer dans ce domaine-là. Alors je rappelle qu'il n'y avait que 2 câbles qui desservaient notre territoire, qui nous permettaient l'accès et la sortie du territoire. L'un qui était complètement saturé avec une politique obsolète, et l'autre qui était verrouillé par France Télécom, Americas 2, et qui faisait la loi sur les prix. Des études ont été menées, et on dit qu'il faut arriver à faire jouer une concurrence, parce que comme nous sommes une île éloignée un petit peu de tout, c'est le coût de sortie ou d'accès au territoire qui était prohibitif. Donc, le collègue en a parlé rapidement dans le rapport, mais c'était ça qui était le domaine. Donc, on a commencé par ça. Il y avait une opportunité, parce que la Guadeloupe avait lancé une DSP sur un câble, et l'opportunité disait, si le conseil régional de Martinique finance, une extension est possible jusqu'à la Martinique, en passant par la Dominique et en allant vers le sud. Ceci a permis, dès que ça a été réalisé, de faire jouer la concurrence sur le coût d'accès au territoire, et on a commencé à voir une certaine baisse apparaître. Mais la baisse n'apparaît pas pour le consommateur ultime, mais pour les opérateurs. Bien. Et puis ensuite, dans la foulée, nous avons constaté qu'il fallait faire jouer aussi une concurrence sur le territoire. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous nous sommes lancés. Et nous avons fait un appel d'offres, un appel d'offres, et on a trouvé une délégation de services publics, on a retenu un groupement qui s'est ensuite appelé, il a constitué une entreprise, Martinique Numérique. Mais nous avons toujours été insatisfaits parce que c'était à eux de faire et ils n'ont pas fait. Maintenant, des pénalités qui étaient prévues déjà dans le texte leur est affiché. L'administrateur judiciaire vient demander est-ce qu'on peut remettre les pénalités. Alors, j'ai bien vu que le rapport dit on va différer les pénalités et qui ne sera effacé totalement que si le travail est réalisé dans 2 ans. Ma question, c'était une proposition que j'avais faite, je la reformule ici. J'ai bien compris, les pénalités ne sont pas effacées tout de suite. Elles seront effacées que si le travail est fait. Mais si ce groupe revient à meilleure fortune, parce qu'il est engagé dans un plan de redressement, est-ce qu'il y a lieu d'effacer la pénalité? Parce que moi, je trouve ça c'est trop facile pour une entreprise de ne pas remplir ses obligations au point même que la faiblesse de l'entreprise nous est renvoyée au visage, parce que le président ne cesse de dire ça, et je sens que ça a été plus ou moins sous-entendu, puisqu'il paraît qu'en 2 ans et demi, vous avez tout débloqué, ce que nous n'avons pas pu faire parce que l'entreprise était engagée à réaliser tout leur réseau en 2 ans. Et ce n'est pas de la faute des élus qui étaient là à l'époque, ça n'a pas été réalisé, parce que tout ce qui nous était demandé a été fait. Bon. Donc je voulais quand même qu'on rétablisse cette vérité. Rétablir cette vérité-là. Si l'entreprise n'a pas fait, c'est parce qu'on ne lui a pas payé. Ce que nous avions à faire, nous, c'était le payer. Et le contrôler. Et c'est au moment des contrôles qu'on voit qu'il n'y a pas ces engagements. Bien. Et même, nous avons même pris une AMO juridique pour nous aider aussi à débattre. Et je sais d'ailleurs que cette AMO a pu produire des rapports qui vous a été utiles pour faire progresser le projet. Donc ma proposition était de ne pas déjà voter la remise des pénalités. De réserver ce point-là. Deuxièmement, nous avons appris en commission, et je ne sais pas comment ça a été intégré dans le rapport, je parle sur le contrôle du rapporteur, que c'est lui qui présidait la commission de jury où on a débattu de cela, il me semble que le payeur faisait remarquer que nous avions d'autres, je crois que c'est les créances sont dit sur cette entreprise,
parce que le marché prévoyait qu'il paye une redevance d'occupation du domaine public, et il semblerait que cette entreprise n'a payé aucune redevance. Or, je rappelle qu'en 2009, ces entreprises avaient déjà commercialisé une partie du réseau. En 2009, parce que le réseau était déjà opérationnel dans la zone centre, la zone Fort-de-France, c'est par là qu'ils ont commencé. Mais en retour, ils devaient payer une certaine redevance. Je voulais savoir que va-t-il advenir de ces redevances non payées. Est-ce que ça a été intégré? Parce que dans les chiffres qu'on nous a montrés en commission, au jury, ce chiffre ne figurait pas. En tout cas, je pose la question au rapporteur. Est-ce qu'on a réintégré dans les sommes dues à cette entreprise les créances dues pour les années antérieures sous forme de redevances? Merci. Monsieur Marie-Sainte, bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire de... on a tout fait en 2 ans et demi. Enfin, vous racontez l'histoire. Mais attendez, vous racontez l'histoire de ce dossier-là qui est assez réel parce que ça a commencé avant nous et qui a eu ce chantier important du câble qui a été fait, il faut le dire clairement. Mais qu'on dise qu'en 2 ans, on a réglé le problème sur la DSP à un pourcentage relativement élevé, autorisez-nous de nous donner le crédit de dire qu'on a fait le boulot. Parce que quand vous prenez le plaisir de dire qu'on n'a pas fait, vous le dites franchement, mais il ne faut pas exagérer. Le dossier, quand on est arrivé en 2009, était planté. Il était planté, on a dit c'est à cause de vous, c'est parce que la DSP ne fonctionnait pas du tout. Il y avait un dialogue dessous. Mais vous savez que j'ai commencé à diriger la région avec l'ancien directeur général de la région. Donc on était sur ce dossier-là parce qu'on voulait absolument débloquer. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un d'une très grande honnêteté qui essayait de trouver des solutions. Le dossier était bloqué, planté avec des procès, des personnes qui ne se parlaient plus, le délégataire ne venait plus, des lettres injurieuses, etc. Le dossier était planté. On l'a déplanté et on l'a exécuté. Bon, c'est tout. Ça s'arrête là. C'est pas en disant ça qu'on se gonfle. Et puis ensuite, dans le document, il est clairement dit sur l'histoire de pénalité, et ça a toujours été notre position, on a rétabli le dialogue et nous avons exécuté le chantier. Il y a recherché sur la question de la redevance. Et concernant les pénalités, nous avons fait le choix de dire on peut lever les pénalités, mais il y a des conditions. Et c'est écrit noir sur blanc. Et dans la convention qui est proposée, il y a à la fois ces conditions qui sont liées à la décision du tribunal. Et c'est quoi les conditions? Premièrement, il faut exécuter les zones blanches. Et deuxièmement, il faut mettre aux normes certains réseaux, notamment des eaux d'enfouissement. Il faut les mettre aux normes. Si le délégataire respecte ces 2 engagements-là, on peut considérer dans ça qu'il y ait des remises de pénalité parce que le travail a été fait. Bon. Mais s'ils ne le font pas, il n'y aura pas de remise de pénalité. D'accord? Bon, je laisse la parole à M. Robin pour répondre aux 2 autres questions. Et puis, nous allons voter. Alors, bien sûr, la présentation qui a été faite là, c'est une présentation globale qui est destinée à la fois aux élus, telle que l'avait demandé M. Marie-Sainte, mais aussi c'est une présentation qui sera destinée à expliquer à la population que vous avez, par les opérateurs, accès au débit. Il faut y aller franchement, à part, sous 200 000, il y a 3 700. C'est quand même important. Maintenant, on passe au début. Le schéma des usages est un schéma que nous avons accéléré, ainsi que le SDAN, le schéma d'aménagement du numérique, qui nous semble développer une stratégie globale. Je ne vois pas en quoi, en disant ça, ça peut gêner. Monsieur Robin, et puis on vote. Sur les 2 points, pour répondre au débat qu'il y a eu en commission, collègue Marie-Sainte, sur la restriction des frais de gestion. À la salle. Des frais de gestion. Donc la prévérification, la déclaration qui a été faite pro rata temporis. C'est-à-dire que par rapport à une enveloppe globale de frais de gestion qui était de l'ordre de 40 000 €, ce qu'on avait pointé en commission, au moment de la déclaration de créance, seuls 27 000 avaient été comptabilisés effectivement. D'accord ? Donc l'autre point concernait donc, les redevances domaniales, je crois, pour autant que je me souvienne. Donc il s'agit d'une redevance d'occupation des domaines qui n'est pas perçue aujourd'hui, mais qui est prévue justement dans le cadre de l'avenant. Bien.
D'accord, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, l'information importante que les 200 000 lignes en Martinique sont desservies. J'évite de dire des propos comme « j'ai honte » des propos que vous tenez. C'est avec ces propos-là, justement, qu'on dévalorise les élus du peuple martiniquais, tous les élus, majorité comme opposition, des propos semblables. C'est ce que je voulais dire depuis tout à l'heure. Chacun doit s'exprimer et analyser des propositions. C'est ce que Daniel Marissette a fait. Et il a fait dès le départ, nous l'avons dit, nous ne sommes pas opposés à la création d'un observatoire de statistiques locales. Nous ne sommes pas opposés, Daniel Marissette l'a dit. Ce qui nous pose un problème, c'est le projet de statut. Débat est clos. C'est le projet de statut parce qu'il n'y a aucune indépendance vis-à-vis du pouvoir régional. C'est la raison pour laquelle nous avons voté contre. Et cet observatoire non plus, ce n'est pas lui qui apportera du travail aux jeunes Martiniquais. Donc si on modifie le projet de statut, nous sommes prêts à voter ce projet. Merci, le débat est fini, le vote a eu lieu, mais madame, vous vous trompez encore lourdement. On parlait des 2 CFA. J'avais un petit besoin. Vous ne gérez pas l'Assemblée. Attendez. Non, écoutez, vous n'avez pas à gérer le rythme des... Vous étiez absent, ça s'est passé en votre absence. Alors, ne me faites pas de commentaires ni de leçons. Bien, allez-y. Bien. Monsieur Marissette est sorti, il faut l'attendre pour que la plénière. Vous êtes véritablement un type extrêmement grave, quoi. Allez-y, exprimez-vous sur le sujet. Autrement, je vais arrêter la séance si ça continue comme ça. Enfin, arrêter le débat sur ça. Je ne sais pas, moi. La première fois que je vois présider comme cela. Moi. Mais non, enfin, ouais. Écoutez. Allez-y, exprimez-vous. Écoutez. D'abord, je voulais m'excuser parce que j'ai eu à sortir brièvement et revenir. Et ça a pris quelques minutes et 2 points étaient déjà passés. Quand il y avait un besoin, il me fallait. Bon, bref, je ne vais pas raconter ma vie privée, ni intime. Bien, quand je reviens, mes collègues me disent qu'on a déjà traité. Attendez. Excusez-moi, s'il vous plaît. C'est une raison personnelle qui vous a obligé à sortir. Oui. C'est bien ça, monsieur Marissette. Oui. Parce que votre collègue a menti, elle a dit que c'est une raison et répond à une interview. Bien. Elle a dit publiquement. Donc c'est vraiment un mensonge pour vous permettre de rester là. Bien. Mais je laisse passer ça. Vous avez la parole. J'ai également répondu. Vous avez la parole. Mais non. Je n'ai pas menti. Alors moi, je me permets de répondre. Je n'ai pas menti. Allez-y, monsieur Marissette, vous avez la parole. Monsieur Duville, vous n'avez pas la parole. Monsieur Marissette, vous avez la parole. Bien. Vous êtes en train de communiquer des informations. Monsieur Duville, vous respectez l'Assemblée. Bien, monsieur Marissette, vous avez la parole pour vous exprimer sur l'Institut. Je constate que c'est assez désagréable pour la majorité d'avoir en face une opposition qui ne baisse pas la tête. Ok, allez-y. D'abord, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que nous constituons un groupe qui mérite d'être respecté. Nous avons obtenu plus de 42% des suffrages en mars 2010. Et ces personnes qui ont voté pour nous méritent d'être respectées. Aux dernières législatives, le camp que nous représentons a gagné les législatives. Depuis, j'ai vu que l'attitude vis-à-vis de nous est devenue agressive. Et vous regardez, il suffit d'avoir la réaction de la majorité. Nous n'arrivons pas à parler, donc nous devons nous battre pour parler. Vous avez décidé de mettre M. à zéro dans le groupe des indépendantistes. Ce matin, au nom de mon groupe. La population Sainte-Marie va apprécier. Au nom de mon groupe, non, je dis le camp que nous représentons, parce que quand on a des alliés. Vous avez mis M. à zéro dans votre comptabilité statistique politique. Je dis, mais oui, la population de Sainte-Marie va apprécier. Oui, d'accord. Je suis ça. Je suis en même temps samaritain. Vous êtes samaritain maintenant? Je suis samaritain. Non. Et vous avez mis à zéro parce que vous êtes samaritain, vous l'avez mis dans vos comptes. Non. La population de Sainte-Marie va apprécier. Je dis, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi vous faites cette polémique-là. Nous avons deux. S'il vous plaît, on a 2 sénateurs. Bon. Monsieur Marissette, Monsieur Duville,
Respectez l'Assemblée, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît. Monsieur Duville, vous n'avez pas la parole. Ça s'appelle vraiment plus que de l'irresponsabilité. Hein. Monsieur Marissant, vous avez la parole. Bien, je constate que mon collègue Duville est obligé de faire comme le président. Allez-y. S'il vous plaît. Monsieur Marissant. Allez-y. Monsieur Duverger. Monsieur Marissant, si vous ne vous exprimez pas, j'arrête la séance et votre intervention. J'ai à exprimer une position. Allez-y, exprimez-vous, autrement je vais arrêter. J'espère, Président, sur le sujet. Que vous allez obtenir le silence, que je puisse parler tranquillement. Allez-y. Merci. Merci. S'agissant de la création de l'Institut martiniquais de statistique et d'évaluation des politiques publiques, nous avons une position de groupe. Mon groupe m'a demandé de l'exprimer. Si vous pouvez me donner quelques minutes pour exprimer, ce n'est pas long. Nous reconnaissons qu'il est absolument nécessaire de disposer d'une plateforme d'information statistique, d'un système d'information économique et sociale complet sous forme de données, d'analyse et de conseils d'orientation stratégique. Donc, nous reconnaissons que c'est nécessaire, c'est un outil qui est utile. Nous-mêmes, lorsque nous avions la responsabilité de la gestion du conseil régional, nous avons eu à déplorer l'insuffisance des données disponibles sur la situation économique et sociale de notre pays. Les études menées par l'INSEE et l'IEDOM, qui sont des outils de l'État, correspondent à des commandes de l'État. Elles travaillent en fonction de la commande que l'État leur passe, parce que c'est l'État qui les finance. Souvent, ces études sont insuffisantes à répondre à nos besoins. Mais elles ont l'avantage, ces études, d'être menées de façon indépendante de nous. Ces études sont menées de façon indépendante de nous. Sous des mandatures précédentes, le conseil régional, lorsqu'il en éprouvait le besoin, a dû faire appel à des cabinets indépendants, choisis après appel d'offres, pour compléter les données établies par ces institutions officielles. Aujourd'hui, vraisemblablement insatisfait des statistiques publiées par l'INSEE et l'IEDOM, j'ai entendu plusieurs de collègues se plaindre, mettre en doute ces statistiques, très récemment encore. Alors, insatisfait peut-être des résultats qui sont donnés, qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitez, peut-être. Vous proposez de créer votre propre institut de statistique et d'évaluation, qui sera totalement dépendant de vous. Et nous allons le démontrer. Cet institut, effectivement, sera sans aucune indépendance vis-à-vis de la région, même vis-à-vis du président de la région. Alors, quel crédit on pourra attribuer en termes d'objectivité aux données établies sous influence par cet institut dit IMSEPP? Quel crédit on peut accorder à des organismes qui mesurent, qui font l'évaluation et qui ne sont pas indépendants? La structure de ce projet d'IMP, je ne sais pas comment on dit, IMSEP, seront totalement verrouillés. Alors nous regardons un peu dans le projet de statut que vous avez présenté. Regardons-le. Il y a 9 membres répartis en 3 collèges. Ils totalisent 15 voix. 15 voix. Il y a un collège qui représente la région. Le président désignera les membres de ce collège. Et ils auront 9 voix. 9 voix. Le rapport ne dit pas précisément le nombre de représentés, mais ils auront 9 voix sur 15. Il y a un collège composé du président du CMT ou du représentant du CMT. Nous rappelons que le président du CMT est lui-même désigné par le président de la région, avec une voix. Un représentant de l'ADEME,
l'usage a fait que c'est celui que la région a désigné qui en même temps préside l'ADEME. Une voix. Et puis, il y a l'université. Une voix sur 15. On constate qu'en définitive, les représentants du président de région détiendront 11 voix sur 15. Tant en assemblée générale qu'en conseil d'administration, que c'est une association de type loi 1901 qui sert de support juridique à l'INSEP. Donc, assurément, le président de l'INSEP sera celui qui aurait été voulu pour le président de région. Ça ne peut pas être différemment. Le directeur général de l'INSEP, s'il est nommé par le conseil d'administration, il est proposé par le président du conseil d'administration. Donc vous voyez bien le lien, la dépendance. Donc c'est bien verrouillé. Alors c'est vrai, il est prévu un conseil scientifique qui devrait en principe garantir la déontologie, l'objectivité des méthodes, des process, etc., pour créer une certaine fiabilité. Mais examinons ce qui est mis dans le statut. Ce conseil scientifique est nécessaire. Vous savez comment il est composé? Je cite, les membres du conseil scientifique seront choisis sur proposition du directeur général de l'INSEP. Donc on prendra ceux qui vont suivre un certain larel. Mais oui, parce que c'est ça qui est la logique. Moi, j'ai honte. C'est ça qui est la logique. Mais oui, honte. vous avez honte peut-être. J'ai honte. Comment, dans ces conditions, croire en la validité des statistiques et des évaluations des politiques publiques régionales? Nous avons plutôt l'impression que dans 2 ans, allez-y, concluez, avant les prochaines élections électorales, vous avez besoin d'un instrument qui soit totalement à votre démotion pour tenter de démontrer que votre politique a conduit à des succès, alors que tout un chacun constate qu'elle a échoué et que vous n'avez pas réalisé les promesses que vous aviez faites lors de la campagne électorale de 2010. Merci. Merci beaucoup. Donc, oui à la création d'une plateforme d'information statistique, d'évaluation des politiques publiques en Martinique, mais il doit être indépendant du pouvoir régional pour être crédible et ne pas être un instrument de propagande électorale. Donc, en l'état, nous ne voterons pas pour ces statuts-là. Vous n'avez même pas fait comme l'État français, parce que les instruments d'évaluation qu'il met en place, il s'assure que c'est totalement indépendant de lui. Très bien. Merci beaucoup. Alors, il y a là une manipulation que nous ne pourrons cautionner. Ok. Monsieur Marie-Sainte, franchement, vous auriez voté, ça m'aurait vraiment gêné. Vous auriez voté pour cette... Monsieur le Président, après avoir entendu le rapporteur, j'aurais pu vous dire tout de go, parlant au nom de mon groupe, le groupe des patriotes martiniquais sympathisants, ne votera pas en faveur de cette convention, si elle reste en l'état. Vous pourrez m'arrêter là. Mais, qu'auriez-vous dit? Si je ne développais pas, excusez-moi. Si je ne développais pas un argumentaire. Pourquoi nous ne la voterons pas? Parce qu'elle bafoue un principe institué depuis plus de 40 ans et pour lequel les organisations syndicales de travailleurs salariés se sont beaucoup battues. Nous ne la voterons pas parce que ce principe, c'est le principe de la gestion paritaire patron-salarié de la politique de formation professionnelle au niveau des branches professionnelles et des entreprises. Ce principe n'est pas respecté dans votre projet de convention. Ce principe est fondamental. Il était d'ailleurs institué par un accord interprofessionnel depuis le 9 juillet
1970, qui était signé entre les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés. Ce principe a été même consigné dans une loi fondamentale pour la formation professionnelle. Une loi qui date de mémoire du 16 juillet 1971, qui institue la formation professionnelle est obligatoire au niveau des branches et des entreprises. Et elle est à gestion paritaire. On a même créé des organismes qu'on appelait avant des FAF, Fonds d'assurance formation, qu'on appelle actuellement des OPCA, qui sont des organismes paritaires collecteurs agréés, donc qui collectent les fonds que les entreprises contractent à la formation. Donc ces organismes sont à gestion paritaire. Ce principe du respect du paritarisme, la région l'a toujours respecté depuis sa création. Depuis sa création. Sous la mandature de Césaire, de Darcière, c'était alors Armand Nicolas, qui était président de la commission de formation, il le pratiquait déjà. Et je peux témoigner qu'en étant secrétaire général de la CSTM, j'ai eu à participer à des discussions en tant que syndicaliste. J'ai eu à signer des conventions de la sorte, par exemple pour la branche du BTP, c'était fait à base de la gestion paritaire, où il y avait le patronat, mais il y avait les organisations syndicales de salariés représentatives en Martinique. Sous la mandature d'Émile Capgras, j'étais président de la commission de formation professionnelle, j'ai pratiqué, donc ce n'est pas un précédent, j'ai pratiqué des conventions de branche, j'ai pratiqué des formations interprofessionnelles, nous avons fait des contrats d'objectifs, nous avons fait des contrats d'études prospectives, mais à chaque fois, c'était sur une base respectant le paritarisme patron-syndicat. Sous la mandature d'Alfred Marie-Jeanne, ça a d'abord été moi, puis ensuite ma collègue Carius, tous les deux, nous avons négocié de telles conventions avec les branches professionnelles, toujours sur une base paritaire. Donc, s'il y a une innovation, c'est vrai, c'est la première fois que la région fera un document conventionnel, contractuel, pluriannuel, en excluant la partie ouvrière, la partie des travailleurs salariés. Alors, le rapporteur a dit oralement, puisque ce n'est pas dans le rapport, que c'était une convention qui n'excluait personne, qui intégrait tous les partenaires. Dans la formation professionnelle, le partenaire travailleur salarié, représenté par ces organisations syndicales, sont des partenaires qui sont majeurs là-dedans. Comment peut-on donc envisager une convention où on met le MEDEF, on met la CGPME, la NPI, je n'ai rien contre eux, nous avons toujours travaillé avec eux, mais où on exclut les organisations syndicales de salariés? Alors, qui sont les personnes qui sont formées? Ce sont les salariés. Donc, c'est les chefs d'entreprise qui sont habilités à parler au nom des salariés. C'est ça votre conception? Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Donc, j'ai vu que c'est ça la pratique du président de la commission de formation professionnelle. Je suis heureux qu'il soit là et donc il pourra me répondre. Je parle je fais appel à son témoignage. Lorsque le projet nous a été présenté en commission, il avait déjà cette forme. Les observations que je fais là maintenant, je les ai faites là. Je me suis étonné que ce n'était pas une bonne paritaire. Et je constate à l'arrivée que dans le rapport, non seulement on ne mentionne pas les observations, on n'a pas pris en compte, on ne le mentionne pas. Alors si elle devait rester en l'état, Monsieur le Président, si vous ne faites pas changer le fondement de la Convention, la base sur laquelle repose cette Convention, une base qui exclut les salariés, les travailleurs, nous ne sommes pas d'accord. Si maintenant vous réintégrez, nous allons vous rejoindre, mais sur une politique où on pratiquera le paritarisme qui met très cher. Donc vous prenez vos responsabilités. S'ils restent en l'état, nous ne le voterons pas et nous informerons les organisations syndicales de salariés et c'est elles qui seront libres de faire valoir ou pas, de faire respecter ou pas leur représentativité du monde du travail. Merci. Monsieur. Sur le dossier que vous intervenir, mais le collègue a élargi le débat à l'ensemble du port, de la politique portuaire. Alors, faut-il prendre ce débat? Est-ce que
On aurait des choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, je veux rester sur le dossier. Évidemment, c'est un dossier que nous allons soutenir, comme nous avons soutenu le port. Il existe déjà une zone de carénage qui s'appelle Carré Nanty. Nous avons soutenu. Même y compris le personnel qui y travaille a bénéficié de plans de formation soutenus par la région à l'époque. Donc là, je vais rester sur le dossier. Le dossier dont il s'agit, ce n'est pas le port qui vient en question. Ce n'est même pas les activités que le collègue a décrites. Peut-être ça, j'espère qu'un jour, ça viendra au débat, parce que je sais qu'il y a des dossiers introduits auprès de la région. Savoir, par exemple, est-ce que le carburant qui sert à faire fonctionner les grands yachts, faut-il ou pas qu'il soit exonéré de la taxe du FIRT? Il y a une demande qui est introduite. C'est qu'il y a un débat. Les bateaux, est-ce qu'ils sont là? Ils sont basés ici? Est-ce qu'ils sont en transit? Faut-il ou pas qu'ils paient l'octroi de mer? Vous savez que la douane a fait des contrôles et a redressé certaines situations. Mais ce n'est pas de cela que nous voulions parler aujourd'hui. C'était ce que j'ai compris du dossier, c'est que la zone de carénage, la mairie se propose de l'étendre, de le moderniser, pour que cette zone puisse traiter, entretenir, réparer des navires de plus grande taille, des yachts, des super yachts, etc., de plus grande taille. Mais ce qui a attiré mon attention et sur lequel j'insiste, c'est que le dossier nous annonce que des dispositions seront mises en place pour protéger l'environnement. Parce que lorsque j'ai eu l'occasion d'aller visiter ce qui existe là, actuellement, j'ai vu qu'il y a des dérives. Parce que le fond du cul-de-sac du marin, le fond du port, est pollué, la mangrove voisine est polluée par les produits qui sont rejetés dans la nature sans avoir été au préalable assainis. Alors, j'ai bien noté, le service instructeur nous le signale, donc c'est là-dessus que je pense que nous devons être très vigilants, appeler la ville aussi à être très vigilante là-dessus, pour que tous les rejets de tous ces produits, tous ces effluents qui viennent de l'entretien des bateaux, la peinture, les huiles et ceci et cela, ne soient pas rejetés dans la mangrove, dans la nature, sans aucun traitement préalable là-dessus. Alors j'ai bien noté que ce sera un équipement public et que la ville va confier sous forme d'une délégation de service public. Alors la question reposée à un collègue précédent, il y a un gestionnaire actuellement, on restreint son périmètre, donc c'est normal qu'il y ait un dédit, puisqu'il ne va pas pouvoir... Maintenant, je pense qu'il y aura de nouvelles contraintes qui seront imposées aux nouveaux délégataires. Bon, si c'est la même société, ben, les contraintes seront imposées, y compris financières. Quand je ne me fais pas d'inquiétude là-dessus, mais je voulais attirer simplement l'attention sur la protection de l'environnement, parce qu'il y a déjà actuellement de la pollution générée par cela. Il ne semble pas que la vigilance soit totale là-dessus. Voilà, c'est pour dire. Merci. Merci. Ce transfert, cette procédure, cette convention, lorsque vous l'avez initiée, nous avions même une contre-proposition qui avait été faite par mon collègue Jean-Philippe Nulot, qui disait, si vous vouliez vous débarrasser de l'aide sociale, confiez-le à la collectivité dont c'est la mission essentielle et qui était structurée. Bon. Bref, comme Monsieur le Président, nous saisissons cette occasion pour faire savoir notre désaccord sur cette nouvelle disposition que vous avez cru devoir prendre dans le traitement des dossiers individuels dans le domaine social. Je ne partage pas l'optimisme du rapporteur là-dessus. Le domaine social, le domaine de l'habitat, et vous avez fait savoir en commission permanente que vous allez même étendre cela, les dispositions, vous allez voir de quoi je parle, le domaine des études supérieures, voire même le domaine de la formation professionnelle. J'ai vu que vous avez décidé de cacher aux élus de l'opposition à la fois l'identité et le lieu de résidence, le lieu des résidences des personnes à qui seraient accordées des aides qui sont pourtant votées en commission permanente. Je parle de celle-là à l'occasion de ce dossier. Vous l'avez annoncé en commission permanente, que désormais nous n'avons pas ces informations.
Et plus grave, vous avez même fait un communiqué de presse. Que la presse en a parlé et j'ai été interrogé par un journaliste. Et vous prétendez, pour ce faire, que vous êtes basé sur une loi. Il s'agit de une loi prise le 17 juillet 1978, qui est destinée à améliorer les relations entre l'administration et le public. C'est une loi sur la transparence, une loi qui indique les informations qui sont communicables, les informations non communicables. Mais nous avons l'impression, le sentiment, que vous avez fait une interprétation erronée de ce dispositif-là. Vous aviez dit que vous ne communiquez pas pour lutter contre le clientélisme. C'est ce que j'ai vu dans la presse. Mais en réalité, cette pratique a pour objectif de priver les élus de l'opposition de leur droit à l'information sur les dossiers, y compris les dossiers individuels. Nous avons un droit à l'information, écrit dans le Code des collectivités, écrit dans beaucoup de textes. Mais ce faisant, vous faites une rupture d'égalité entre les élus. Ah oui, et ça ouvre la voie à tous les arbitraires possibles. Notamment, il n'y a plus d'égal accès à l'information entre les élus de votre majorité, en particulier ceux qui président les commissions sectorielles concernées, qui disposent de toutes les informations, et les élus de l'opposition qui siègent même, y compris en commission permanente, qui doivent pourtant voter ces lois, ces décisions individuelles. C'est la commission permanente qui sont votées, ou ceux qui ne sont pas transférés au CCAS. Il était bien entendu, c'est vrai, la loi en dispose, que les élus soient de la majorité ou de l'opposition, ils ont une obligation de discrétion, ils sont astreints à un secret vis-à-vis des informations individuelles touchant la vie privée des bénéficiaires. Ça s'applique à tout le monde. Ok. J'ai pas fini. Allez-y, terminez. C'est très important, je n'ai pas fini. Je parle au nom de mon groupe. Vous privez ainsi les élus de l'opposition de la possibilité d'exercer le droit de contrôler la politique de la majorité. Je vais plus loin, hein, c'est un viol de la démocratie. Donc nous vous demandons d'annuler cette disposition, d'annuler cette mesure. Maintenant, pour en venir au dossier qui nous est présenté aujourd'hui. S'agissant du transfert d'une partie de nos compétences en direction des maires via les CCAS. Nous vous rappelons, une fois de plus, que dans les petites communes, dans les communes de moins de 3500 habitants, il n'y a pas d'opposition représentée au sein des CCAS, ni d'ailleurs dans le conseil municipal. L'arbitraire est donc possible sans aucun contrôle a priori possible. D'ailleurs, pour votre information, le parti qui est actuellement au pouvoir en France, dans son programme, reconnaît lui-même, et je cite, ils ont une partie dans leur programme, ils vont faire un congrès d'ailleurs bientôt en octobre à Toulouse, ils ont rappelé ça dans leur programme, sur la rubrique « Démocratiser la politique locale en garantissant le droit à l'opposition dans les communes de moins de 3500 habitants ». Pour ces communes qui comptent plus de 23 conseillers municipaux, au plus 23 conseillers municipaux, la loi électorale, malgré le panassage, rend presque impossible la constitution d'une opposition au sein du conseil municipal. Pour remédier à ce mode de scrutin obsolète, pour que chaque citoyen soit représenté et pour démocratiser la politique locale dans ces communes, en la rendant pluraliste et accessible, il est nécessaire d'instaurer un scrutin plurinominal proportionnel et la constitution de listes paritaires. Fin de citation. Vous voyez, donc cette préoccupation-là, nous ne sommes pas les seuls à les avoir. Outre-Atlantique aussi, ils ont cette préoccupation. Et lorsque nous disons ça, on ne met pas en cause les maires. Mais les choses sont ainsi faites. Lorsqu'il n'y a pas de contrôle démocratique, tous les arbitraires sont possibles. Quand vous avez des informations
et vous interdisez aux élus de l'opposition de les détenir, d'en avoir connaissance, mais vous rendrez la possibilité de faire de l'arbitraire. C'est ça. Alors, sous prétexte de lutter contre le clientélisme, vous tordez le bâton dans l'autre sens et vous faites en sorte que vous pouvez décider tout seul, sans aucun contrôle démocratique. Alors, si les choses restent inchangées, à ce jour, nous continuons à émettre un vote négatif, y compris à l'avenir de votre convention, parce que les informations qui nous remontent, c'est que dans les CCAS, ce n'est pas aussi transparent que vous le laissez entendre. Il y a même des citoyens qui ont peur de déposer les dossiers dans les CCAS, parce qu'ils sont victimes de l'arbitraire. J'en connais, qui viennent me voir dans ma permanence et qui déplorent qu'ils ne peuvent plus continuer à déposer leurs dossiers en région parce qu'on les refoule vers les CCAS. Et il y a des CCAS sur le territoire, malheureusement, où c'est un petit peu de l'arbitraire. Lorsqu'on sait que cette personne est opposant au maire, on le décourage même à venir. Voilà ce qui se passe dans la politique de proximité, dans les choses aussi délicates. C'est pour cela que nous ne sommes toujours pas d'accord avec cette manière de faire. Merci. Très bien. Les collègues m'ont demandé de rapporter ce point. Ça, c'est parce que vous voulez entrer dans notre... Non, il est libre de mener de la parole, c'est tout. Mais si, il est libre. Démocratie oblige. Il est libre. Non, je voulais vous dire pourquoi je intervenais et insistais pour Allez-y. Donc, je crois que je ne me suis pas bien fait comprendre. Je crois, oui. Bien. La Convention porte une précision qui n'existait pas auparavant. Alors, d'abord, je veux dire que, pour tous ceux qui nous écoutent, cette Convention vise les Martiniquais qui ont le statut de demandeurs d'emploi, et même, la Convention dit, ce sont les demandeurs d'emploi qui ont au moins de 6 mois d'inscription à la NPE. Vous savez que lorsqu'on ne s'intéresse pas de près aux questions de formation, on a des difficultés à comprendre qu'on peut suivre une formation avec un statut d'étudiant, et on poursuit ses études, et puis on peut suivre la même formation, mais avec un statut de stagiaire de la formation professionnelle. C'est le législateur qui a fait ce distinguo. Lorsque ces étudiants qui suivent une étude supérieure, c'est la bourse, ils ont un statut d'étudiant, et ça leur confère une série d'avantages dans la société. Ils ont le statut d'étudiant. Après le bac, ils passent leur concours et ils y vont. Et puis, il y a ceux qui reprennent. Après une formation terminée, ils sont sur le marché du travail, ils sont demandeurs d'emploi, et ils veulent reprendre, et ils ont le statut de stagiaire de la formation. Cette convention-là vise les stagiaires qui vont faire leur formation en dehors de notre territoire. Bien. Plusieurs fois, Président, je vous ai interpellé sur le fait qu'il y avait une double entrée pour ceux qui vont faire des formations sanitaires en particulier. Bien. Donc, la Convention établit bien que ceux qui le font avec un statut d'études supérieures relèvent de la Convention présidée par la collègue Landy. Nous n'avons pas d'objection là-dessus. Ces personnes ont un statut d'étudiant. Et puis, il y a ceux qui ont un statut de stagiaire. J'ai dit que l'usage a montré qu'on pouvait faire une formation sanitaire et sociale, soit en passant le concours d'entrée à l'IFSI Martinique, mais on ne trouve pas de place à l'IFSI Martinique, mais on reste admissible. Donc, ce qui est mis dans la Convention permet de résoudre le problème de ces personnes qui sont sur une liste d'attente. Ils trouvent une place dans l'IFSI parce que le concours d'entrée dans l'IFSI Martinique vous rend admissible dans n'importe quel IFSI du territoire. Oui, ça on comprend. Oui. Bien. C'est vrai également, c'est pour une série de raisons, et il y en a eu, que des Martiniquais qui résident en Martinique, qui sont inscrits à la NPE de Martinique, aillent passer le concours en Guadeloupe. Ça s'est arrivé déjà. Nous en connaissons des cas. Ils sont allés passer le concours en Guadeloupe. Ils sont admissibles. Mais quand ils essaient d'entrer, ils sont sur une liste d'attente. Et ils envisagent de quitter la Martinique. Telle que la Convention est rédigée, ces personnes ne sont pas éligibles. D'accord. Et puis il y en a, excusez-moi, je finis, comme l'Union européenne fait que les diplômes d'infirmières délivrés dans n'importe quel pays de l'Union européenne
reste valable sur tout le territoire, donc ici aussi. Il se trouve que la Belgique a un autre système. La Belgique fait des admissions sur dossier, sur titre. Et une fois que cette possibilité était connue, beaucoup de Martiniquais ont tenté leur chance en Belgique. Par le passé, ils ont été pris en charge. Mais si vous laissez le dispositif tel qu'il est rédigé dans cette convention-là, vous les excluez. Donc, nous proposions de faire un amendement pour que ces personnes puissent être éligibles à nos aides, étant entendu que la décision est toujours prise par la région. Ce n'est pas la DOM qui prend la décision, c'est la région. Mais tel que c'est rédigé, les personnes qui sont admises sur titre et qui ont le statut de demandeur d'emploi ne seraient pas éligibles à cette convention. Voilà l'amendement que nous voulions porter. La DOM intervient au nom de la région. Est-ce que le financement est totalement apporté par la région? Non, alors, au nom de notre groupe, nous demandons un amendement au projet de convention afin de faire cesser des exclusions dont le fondement ne nous semble pas défendable à l'usage. Excusez-moi, je n'ai pas compris, c'est où? Non, j'ai pas fini. Je crois que c'était rédactionnel. Ouais. Non, nous allons expliquer. Parce que cette convention, il y a un usage. Donc on peut tirer leçon de l'expérience. Donc c'est pour ça que nous demandons un amendement. Alors c'est dans l'article 2, dans le paragraphe intitulé « Public concerné » dans le projet de convention. Il est indiqué, et le collègue rapporteur vient de le signaler, les candidats relevant du secteur sanitaire et social pour lesquels une demande de personnel formé est avérée en Martinique et qui ont passé le concours d'entrée à l'IFPI Martinique et qui sont sur une liste d'attente. ISFI, signifiant Institut de formation ancien infirmier. Donc, d'un côté, on vise le secteur sanitaire et social, mais en fait, l'ICI ne forme que le secteur social. Mais ce n'est pas ça qui est le secteur sanitaire. Ce n'est pas ça qui est la principale objection. Mais le fait d'indiquer IFSI Martinique fait que nous excluons un certain nombre de demandeurs d'emploi martiniquais qui seraient admissibles à un concours d'entrée présenté par un autre IFSI. Par exemple, en Guadeloupe. Ça existe. Ou en Guyane, peut-être. Bon. Et pour une série de circonstances, nous avons vu qu'il y a des Martiniquais qui sont allés passer le concours à l'IFSI Guadeloupe. Alors, est-ce qu'il faut les exclure? Parce qu'ils n'ont pas passé à l'IFSI Martinique. Mais, plus grave encore, il y a des Martiniquais, demandeurs d'emploi, qui sont admis dans des écoles d'infirmières ou bien dans des écoles sanitaires et sociales qui ne pratiquent pas l'admission par concours, mais admission sur titre. C'est le cas particulier des écoles de Belgique. Alors, lorsque vous ciblez uniquement l'IFSI Martinique, vous excluez tous les autres cas que je vous ai exposés. Donc, notre amendement consistait à supprimer le mot Martinique après IFSI, dans le paragraphe, et de mettre simplement tout demandeur d'emploi martiniquais admis dans une école du secteur sanitaire et social. Donc, ils sont admis dans une école en dehors de Martinique. Ils sont martiniquais, ils sont admis dans une école, ils sont demandeurs d'emploi, donc rendre éligibles au bénéfice de cette convention. Voilà.